bon, déjà, il y a l'odeur, hein. Tout ce qui pue, vous ne mettez pas ça dans le sol, quoi. Mais vous n'allez pas le manger déjà, donc ça va de pair. Donc, tout ce qui a pas fermenté, qui sent pas bon, c'est pas normal. On ne doit pas mettre. Le compost aujourd'hui, c'est plus ce que c'était avant. Le compost, ça a été pour moi récupéré comme une sorte d'industrie de déchets, et ça n'est absolument pas bénéfique pour le sol parce qu'on va avoir ce type de micro-organismes. Alors, ici on voit l'ensemble des bactéries. Donc ici on a certes des coccis, ok. On a des diplococcis, on a des streptocoques. On a, donc streptocoque, c'est un enchaînement, ce sont toutes les bactéries qui forment des chaînes. Et donc, on a des levures, et ici, on a les fameuses spirochètes. Là, c'est une vidéo. Donc, vous allez les voir. La vidéo est un peu longue. Je vais essayer un peu d'accélérer parce que, comment on fait ? Il y a toujours un moment où je me sens comme ces anciens professeurs, totalement nuls, en high-tech. Comment on fait ? C'est horrible. Alors, attendez. Ça va bouger. Ouais, vous l'avez en accéléré. Attendez. Tout ce qui va naviguer comme un petit serpent, vous les voyez là au-dessus ? En haut à gauche. Là, le petit serpent. Ok, ben ça c'est un spirochète. Ça, regardez là, quelqu'un peut regarder sur Google spirochète. S-P-I-R-O-C-H-E-T-E. Ça porte la leptospirose, ça porte la maladie, plein de maladies. Et c'est transmissible comme pathogène aux animaux et à vous. Et c'est dans un purin d'ortie. Vous comprenez qu'on ne peut pas mettre ça. C'est à l'antithèse, en fait, de les micro-organismes que je vous ai fait voir pour que ça fonctionne. Nous, on ne veut pas des spirochètes ou des spirella ou du E. coli. On veut des conditions aérobies. Alors, on va encore mettre... Vous les voyez là encore ou pas ? On a les grandes chaînes. Donc ça, là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de protozoaires, il n'y a pas de nématodes, il n'y a qu'un ensemble de bactéries anaérobies, dont des pathogènes. Et des levures. C'est pas ce que vous demande votre sol. Donc, quand l'idée de démocratiser le microscope, je pense que c'est faisable. Vous pouvez, une fois que vous avez appris, comme vous avez appris à conduire, quoi, ça va. Hein, il y a une passerelle, on tourne un truc, vous allez faire 2-3 conneries comme tout le monde, vous allez péter la lamelle, mais après vous ne le referez plus, et après vous pouvez identifier des groupes. Au moins les identifier. Et quand on les a identifiés, eh ben, ça vous donne un indicateur sur comment va votre sol, sans que vous soyez dépendant de moi, ou alors que vous soyez dépendant d'autres laboratoires. Après, si vous voulez de la précision, encore une fois, ça c'est important, c'est autre chose. Là, il faut des laboratoires, et là, on en a besoin. Mais je pense que voilà, l'objectif de cette conférence atelier, c'était vraiment de vous faire voir qu'il y a des outils que vous pouvez acheter, que vous pouvez vous en servir, dont le compactomètre et le microscope. Oui. Moi, j'aimerais savoir si, parce qu'en permaculture, il existe parfois des produits, des choses naturelles qu'on dit pouvoir utiliser. Donc, j'aimerais savoir si tous ces petits êtres-là sont sensibles à des choses que, dans l'esprit général, on dit oui, on peut utiliser ça, c'est bien en bio, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais est-ce qu'ils y sont sensibles? Est-ce qu'il y a des choses qui les feraient diminuer en population? Je sais pas, je pense à la cendre, je pense au savon noir, je pense à toutes des choses qui, avec la pluie, finissent par descendre et les rejoindre. Oui, bien sûr que oui, la réponse est oui. Donc, tout intrant, comme le cuivre aussi, ou le soufre, par exemple des vignes en bio, ils sont obligés de mettre... Pourquoi est-ce qu'ils mettent on dit sans sulfite, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Alors avant, il y avait le phylloxéra dans les vignes. C'est possible d'ailleurs que le phylloxéra, il peut très bien revenir très prochainement. Les plantes
dans leur feuillage, elles libèrent aussi des exudats. Il y a des exudats racinaires, mais il y a aussi des exudats foliaires. Parce que la microbiologie, elle n'est pas uniquement que dans la racine, elle est dans la tige, elle est dans la feuille. Normalement, une plante qui est recouverte de son... comme pour nous. En fait, on a une microbiologie sur notre peau, et quand on se lave trop, on a des problèmes de peau. C'est la même chose pour une plante. En fait, quand c'est au savon, qu'on fait des applications ou autre, on va enlever la protection normalement microbienne qu'il y a sur la partie foliaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la partie foliaire n'est pas colonisée par les bons micro-organismes bénéfiques? Mais il suffit qu'il y ait un petit spore de mildiou qui se pointe, et puis là, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il est là, il fait attendez les gars, le champ est libre à gauche, le champ est libre à droite, je vais me répandre, je vais me multiplier, puis je vais coloniser. Apparaît le pathogène et la maladie. C'est parce qu'on a laissé la place au pathogène de s'installer que ça se développe. Et donc, je ne crois pas aux solutions toujours biocides. Quel que soit le biocide, bio, super biocide, non. Je crois qu'en la microbiologie qui est, si tu tapisses ta peau ou tu tapisses ta feuille, la partie foliaire et la partie racinaire et ton sol de son propre microbiote, il y aura un système immunitaire, comme pour nous. Et donc, le système immunitaire de la plante, il est biologique, à la base. Et y compris la partie au-dessus de la surface du sol, donc la partie foliaire. C'est pour ça que des fois, par exemple, je fais de l'extrait de micro-organismes, et après je mets ça dans des solutions comme les thés de compost, on pourrait comparer ça à ça. Et ah oui, oxygéné. Hein. Il y a minimum 10 ppm d'oxygène. Et après je balance la sauce, par exemple je vais recouvrir la partie foliaire au printemps et en été avec tous ces micro-organismes. Et ils doivent coller, donc il faut les nourrir un petit peu avant. Parce que quand on les nourrit, ils vont, comme pour nous, ils développent des enzymes. Et donc les enzymes ça colle. Et donc, une fois que j'ai un petit peu réveillé les micro-organismes, que je les ai élevés, que je leur ai mis de l'oxygène et que je leur ai donné un petit peu à manger, mais pas trop, je les balance sur les parties foliaires. Ça colle en dessous et au-dessus de la feuille. Et là, normalement, le pathogène ne se développe pas. Quand il viendra, il sera en minorité. Parce que dans la nature, il y a certes coopération, il y a aussi le phénomène de consommation, c'est-à-dire cet aspect chaîne alimentaire de prédation. Il y a aussi un aspect d'inhibition, les fameux antibiotiques, la pénicilline et tout ça. Il y a dans la nature des micro-organismes et des organismes qui se défendent par l'émission de substances actives. Et il y a aussi le phénomène de compétition. Donc il y a tous ces... Et c'est juste... Voilà, donc là je vais utiliser la compétition pour que ma plante soit recouverte de son propre microbiote, ce qui fait que le pathogène ne s'installe pas. Un peu comme si on a un E. coli, quand on ingère un E. coli avec une jolie spaghetti buitoni, mais si on a un très bon microbiote intestinal, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui fait qu'à l'étranger, on a la chiasse quand on va en Asie ou ailleurs? C'est que notre microbiote, il n'est pas prêt. C'est la confrontation des microbiotes. Et une fois, moi, au bout de quelques années en Asie, je pouvais manger avec les 2 premières semaines, dans le premier mois, c'était compliqué. C'est une question d'inoculation de son microbiote. Et normalement, d'où vient notre microbiote intestinal aussi? De ce qu'on mange. Et si de ce qu'on mange n'a pas de microbiote, on a nécessairement des carences tout est lié, et jusqu'au territoire. Parce que si on a la disparition de nos producteurs, nos transformateurs, ou alors si on fait délocaliser notre production, ça ne sert à rien de régénérer si après c'est envoyé à Babylone et que le territoire ne bénéficie pas. Bref. D'autres questions? Vous êtes tous morts de chaleur. Non. C'est juste par rapport au compost. Oui, dans la chambre. Si je comprends bien, il ne faut pas bannir complètement le compost. Pas du tout. Voilà, donc il y a des choses à connaître. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui. Alors, que je rectifie, je me suis mal exprimée. Je suis pas en train de dire que le compost c'est nul. Je suis en train de dire qu'il faut réapprendre à faire du compost. C'est-à-dire, le compost c'est une digestion aérobie, oxygénée. C'est pas ou alors il y a le compost statique, c'est celui de papy. C'est la pile qu'on oubliait 3 ans au minimum. 3 ans au minimum, 2-3 ans au minimum, dans laquelle on ne va rien toucher. On ne va pas donner un coup de pelle pour regarder si ça se décompose, parce que là, vu que c'est une digestion anaérobie, fermentée, on va avoir des acides, des micro-organismes qui sont... Et on peut foutre le feu, il peut y avoir de la combustion, ça arrive. Donc c'est-à-dire qu'il faudra apprendre juste les techniques de compostage. Est-ce qu'on veut utiliser un compost maintenant dans 50 jours ou est-ce qu'on veut utiliser un compost dans 3 ans? Les deux sont possibles. Moi j'ai des piles de compost qui ont 3 ans et qui maintenant sont très utilisables et ne sont plus anaérobies et sont passées par un autre type de digestion, mais la bonne population microbienne revient.
Mais bien souvent, on veut quelque chose utilisé dans les 50 jours. Donc là, c'est un système de digestat qui doit être extrêmement oxygéné. Et donc, il y a des techniques. Et la plus facile à l'échelle on va dire, du jardinier amateur, c'est vraiment de laisser les vers de terre s'en occuper et d'apprendre plutôt en 2 jours, très facilement, comment tu vas gérer ton élevage de vers de terre qui va t'élever des micro-organismes. Il y a le fait de, comme l'argile, pour le prendre dans la main, Ouais. il y a ce système-là visuel Oui. de base. Et quand tu sers ton compost, il y a 1 goutte ou 2, pas plus, qui Même va pas. sortir. Même Et pas, encore, même pas. même pas. Mais déjà, si tu en es là, c'est pas mal, quoi. Tu peux Ah vite ouais. le rattraper. Mais par contre, si tu presses et que tu as un fil, là, tu Ah ouais. descends, là, Ah, je laisse tomber. là, Là, t'as une côté à 3 ans, comme elle dit, ou 4 ans. tu vois. Ouais. En fait, c'est juste réapprendre. Juste réapprendre les trucs. On est là, on approche, on est bon, tout le monde a raison, tout le monde a les bons conseils. C'est juste qu'on va remettre ça sur un axe temporel et on met les choses en ordre en fonction du règlement intérieur de la nature. C'est juste, moi je recadre là-dessus, quoi. Donc le compost, bien sûr que oui, puisque j'utilise que ça, mais oxygéné et microbiologique. C'est pas un truc qui doit sentir le vinaigre, ni le vomi, ni les pieds, et ça comme ça sans ça. Mais alors mon pote, mais même pas ça sur tes parcelles, quoi. Ou alors envoie-moi un échantillon qu'on s'amuse, quoi. Je te prends des photos, je te mets des vidéos, je fais... Tu vas vraiment mettre ça, et sur ton corps, et sur tes micro-organismes, et sur ta terre, et sur tes... Non, pas sûr. C'est juste ça, c'est juste réintroduire en fait le biologique, l'invisible dans le champ du visible. Il faut que ça reste dans l'ordre de la connaissance des choses. Il faut que ça s'ouvre. Alors plutôt que de le mettre dans un endroit précis, peut-être dans notre potager, on peut. C'est ça. Ton compost statique, soit tu fais une pile statique, ou soit tu fais avec du vermicompostage. Dans l'endroit où je. Quand tu veux faire un compost, utiliser de la matière organique. La matière organique, le C sur N, le fameux ratio C sur N, ça n'est rien d'autre que le menu du restaurant des micro-organismes. Si je veux élever des champignons, je veux de la matière très carbonée. Si je veux élever des bactéries, je veux principalement donner de l'azote. Et il y a des gens qui disent oui, le foin, c'est bien. Mais non, mais le foin, si c'était que au mois de mars, c'est hyper azoté, tu vas avoir un ratio de bactéries, tu vas élever de la bactérie. Est-ce que tu as déjà besoin de bactéries quand on consomme des bactériens? Non. Et surtout, ta culture, c'est du potager. Tu veux autant de bactéries que de champignons. Bien souvent, tu as les bactéries. Tu les veux juste un peu plus diversifiées. Et tu veux, par contre, développer ton champignon. Donc, tu vas principalement faire un compost à base de matière carbonée. Puisque le champignon, on a dit qu'il aimait les sucres complexes, les choses complexes. Il faut juste réapprendre qui mange quoi. C'est comme tes meilleurs potes. Il y en a qui sont sans gluten, vegan, végétarien, sans fromage, mangent le jambon plutôt que ça. C'est une analogie, tu as juste à apprendre qui mange quoi et qui c'est que tu veux faire pousser et quoi que tu veux faire pousser. Et après, tu vas faire un compost. Et le compost, en général, les éléments du compost se stockent au sec. Puisque sur toute l'année, tu vas récupérer ton matériel. Puisque mars, avril, mai, c'est très azoté, il n'y a rien de carboné, très peu. Alors qu'à partir d'août, septembre, octobre, novembre, c'est la fin des cycles d'une plante, quand tu vas trouver beaucoup plus de matière carbonée. Et oui, c'est plus du bon sens, réapprendre juste les choses. Et donc, pour faire un compost, genre 1 tonne de compost, c'est-à-dire l'équivalent d'une palette, avec un grillage de poule qui m'arrive juste ici, ok. Mais ça tu vois, ça prendrait 1 année pour le temps que tu récoltes le nombre de ta matière organique en fonction de qui tu veux élever et pour quel type de culture. C'est juste qu'on remet du sens sur des choses. Il n'y a pas de loi générale. La seule loi générale, c'est qu'il n'y a pas de loi générale. Il n'y a que des territoires, il n'y a que de la biodiversité. Il y a de la biodiversité humaine, il y a de la biodiversité végétale, il y a de la biodiversité animale, il y a de la biodiversité microbiologique. Il y a de la biodiversité climatique. On n'est que biodiversité. Donc on va réapprendre les règles locales de là où est-ce qu'on vit. Et donc à composter en fonction de notre environnement local. Qu'est-ce que j'ai comme matière organique locale? Sans enlever, s'il vous plaît, les litières des forêts. Passez-leur ça. Il y a des gens qui me disent on va fonctionner dans les litières de forêt. Mais 67 millions de Français commencent à fonctionner dans le peu de forêt là, qui nous reste, mais il n'y a plus de forêt. Je comprends, hein, l'intérêt biologique, il est là, il est très smart. Mais en fait, dans votre petit coin de potager, il y a bien un petit litière que vous avez oublié où il y a un petit levain microbien que vous allez pouvoir redévelopper. Soyez juste plus dans l'observation de ce que vous avez autour. De ce que je peux, en tout cas, Et tant qu'à partager. faire, plutôt pas en forêt et plutôt en lisière, dans des haies, qui, voilà, entre les deux, et qui se rapprochent plus de ta prairie où tu veux faire ça. Et oui.
ta culture. Autrement, c'est trop extrême. D'autres questions? Est-ce que c'est bien ancré le lien j'aurai de la bouffe si mon sol fonctionne? J'aurai de l'eau si mon sol fonctionne? Oui, tout à fait, oui. Donc, non, mais dans une logique de résilience alimentaire ou de sécurité des territoires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte d'insécurité, quelque part, où on menace l'électricité, puis machin. Ok, très bien, les gars, c'est en train de. Mais organisons-nous, c'est-à-dire réapprendre de la connaissance et avoir les bons gestes pratiques, et surtout ensemble, parce que le paysan, pour pouvoir produire, il n'a pas le temps d'apprendre. Ou alors il faut lui filer un coup de main, il faut qu'il y ait une relève, un peu comme un couple qui va d'avoir un enfant. Non, mais je prends exprès des images très grossières pour que ça puisse faire comprendre la problématique agricole dans laquelle on est aujourd'hui en tant que paysan, paysanne. Il n'y a pas le temps des fois de apprendre des techniques. Parce que tout le monde va voir l'apéro, parce que tout le monde part en week-end, mais nous on part pas en week-end, on part pas en apéro. On part en vacances, mais bon, il faut laisser la ferme, il faut être. C'est vraiment tout ça, il faut tout régénérer, quoi, du micro au macro, quoi, je pense. Dernière question, pas du tout, est-ce que c'est la grande libération? Bernard? Concernant le mycélium de truffe, en fait, je m'étais aperçu qu'il allégeait la terre, en fait, et il permettait d'enlever certaines mauvaises herbes. Ouais, et en fait, on peut le reproduire très facilement puisque c'est comme une mer en fait. Est-ce que c'est une utilité en fait dans tout ce que tu as dit là? Ouais, mais c'est plus de l'ectomycorhize, hein, si je me souviens bien. Et elle est arbusculaire celle-là, et ce sont que des champignons, des systèmes mycorhiziens hyper bénéfiques. Après, je sais que pour le potager, c'est plus de l'endomycorhize, donc elle est un peu moins arbusculaire. Tu vois, l'ectomycorhize, elle va plus aller sur justement ces arbres et elle va rentrer en symbiose avec la racine. La mycorhize arbusculaire de ta truffe, quoi. Et en gros, la truffe, c'est le fruit de la mycorhize. Et donc, dans le potager, c'est plus de l'endo, quoi. Elle a un champ vachement plus large aussi. Ah bah si, puisque l'arbre a des racines beaucoup plus larges que celle d'une laitue ou d'une tomate, quoi. Non, par rapport à la truffe. Par rapport à la truffe, bah, elles sont de toute manière, la truffe, c'est synonyme de système de bonne santé, quoi. Après, dans la prairie, en général, il n'y ira peut-être pas trop, quoi. On verra plus de l'endomycorhize que de l'ectomycorhize. L'ectomycorhize, c'est vraiment pour les systèmes forestiers, quoi. C'est plus caractéristique, on la voit plus là-dedans en termes d'habitat. Et dans ton potager, tu veux de l'endomycorhize. J'ai répondu à la question. Je suis totalement dégoûtée. Non. D'autres questions? Moi, le fin à rien, peut-être Si j'ai bien compris, pour régler le microcosme social, il faudrait buter les gros là dans les non, c'est pas ce que j'ai dit. Pour pouvoir avoir un macrocosme, un microbiote territorial qui fonctionne, il faut transmettre. Et il faut faire. Pour remplacer l'agriculture de masse par une masse d'agriculteurs. C'est pas quel autre ça. C'est pas ton prénom, c'est que j'ai kiffé. Damien. Damien, tu vas le mettre. Pour remplacer l'agriculture de masse par une masse d'agriculteurs. Ouais. Merci Damien. Je te rends le micro, c'est bon? Merci en tout cas d'être venu au samedi matin, aussitôt de vous être levé, ça prouve votre intérêt. Du coup, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Il y a une petite caisse à côté du café là-bas, si jamais c'est à prix libre et conscient. Et la prochaine conférence, c'est mardi qui arrive, là, mardi 23. C'est Emmanuel Darle qui va venir présenter son livre Touchez pas aux enfants, du coup, qui va nous toucher un mot là-dessus. Donc, tous les bienvenus aussi. Il y a 20h, merci. Non, 18h. Ouais, à 18h, ouais, mardi. Ici au Cordelier, je crois. Non, ici. Non, c'est ici. C'est ici. Nasdaq Phoenix, avenue de la Paix. Nasdaq Phoenix, avenue de la Paix. Donc il y a l'affiche en ligne si vous voulez aller voir ça. Moi je suis en mode le monde du milieu, regardez, genre kiki quoi. Non mais c'est très cool en tout cas, c'est hyper important. C'est trop cool hein. Merci d'avoir été. Ça nous motive la conversation. Je suis mis là-dessus là pour essayer de faire ça Mais même en termes d'atelier pédagogique et tout, parce que en fait vous êtes en nombre et donc vu que c'est beaucoup de responsabilités, tu vois une parcelle maraîchère, enfin tu vois c'est toujours la même personne qui se lève le matin. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a Hervé qui est venu avec Solidarité 04 et participatif.
voir si des parcelles qu'on pourrait mettre en commun, quoi, parce que enfin, eux c'est ce qu'ils font et nous on a les espaces pour le faire, donc ça va être difficile. Donc à terme, en plus là j'ai vu avec Eva qui bosse à côté de nous, je sais pas si vous connaissez Eva. Si. On va faire une semi-plantation pour les petits, comme ça en même temps on leur met un peu comme on avait fait. Mais c'est hyper productif. Mais ça, tu vois, ça c'est génial parce que ça refait travailler les muscles du territoire et ça fait participer tous les citoyens en fait. C'est pas que certains citoyens. Et pour le coup, comme je t'ai dit, la question alimentaire, c'est vraiment une question, je pense, qui est profondément citoyenne, dans laquelle fait partie tout le monde. C'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est un lien de quête et de recherche d'autonomie, que ce soit pour l'eau, pour l'électricité, pour l'alimentaire, tout ça. C'est des questions qui intéressent vachement. On va recommencer d'abord avec le microbiote du sol. Parce que là, il est méga tassé, le sol. Il est très bien notre gazon. Il est magnifique. Parquet aussi. C'est un petit parquet bien imperméable. Mais c'est partout. Est-ce que tu voudrais jeter un coup d'œil peut-être au sol pour là? Ouais, j'ai le compactomètre. Ah ouais, carrément. Donc, carrément. Tu peux inoculer en fait ton terreau avec le vermicompostage. Mais il faut apprendre à extraire les micro-organismes et après tu inocules dessus. Et après, moi c'est ce que je fais des fois pour que ça aille plus vite. Moi j'aime bien. Allez, on va regarder. Petit test de compaction du sol. Alors attends, on parlait de responsabilité. C'est la qualité, c'est de la recherche. Ouais, on est principalement recherche et développement d'associations. Et mon entreprise a fait des logistiques accompagnement. Mais on fait plutôt de la R&D, beaucoup de R&D. Yes. Parce que moi là je bossais à Grivio, là c'est une asso qui accompagne les producteurs. Du coup éventuellement si tu recherches. Moi je travaille chez eux. Avec enfin l'idée c'est moi tu m'embauches en gros quoi. En tant que formatrice. Justement en fait j'aimerais bien organiser une formation là sur la microbiologie des sols. Et du coup éventuellement prendre ton contact pour que je te contacte par la suite. C'est vrai que là j'ai bien aimé la vulgarisation, l'approche est. C'est une approche très. C'est vraiment fait pour démocratiser quoi. C'est clair. Je veux dire, il y a quand même après, il y a plus de technicité effectivement derrière, mais c'est hyper important d'abord poser les premières briques et après que les premières briques elles ont été comprises sans devenir un expert, au moins comprendre et c'est le socle. Après comprendre tout. Et tu vas peut-être faire une formation avec mon producteur là, sur un peu de l'initiation et après peut-être refaire une autre après perfectionnement derrière. S'ils sont d'accord, moi il n'y a pas de problème. Ouais, je vais prendre tes contacts et puis de toute façon on fait des sondages aux avis et après je reviendrai vers toi. Carrément. Là je sais que nous je sais qu'aussi on est en Corse. Moi les moyens sont vraiment différents. Est-ce que tu as une programmation sur la Corse? Sur Corté ou ouais, sur Corté avec le CPI, le CPS de Corté. Donc on y était la fin juillet à Corté. Moi j'étais ici. Bravo. Mais en fait voilà, il y a aussi un endroit qui est super du côté de Bastia, c'est le parc Galéa. Et Marc-André Silos notamment a fait des conférences et plein d'autres. Donc du coup, je me demandais... Tous les bouquins de Marc-André c'est une première base super. Oui, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé et du coup, je me demandais si peut-être je n'avais pas intérêt à contacter le parc Galéa. Alors le parc Galéa, ouais, c'est du en dessous de Bastia. Non, mais il va faire un prochain rendez-vous mardi prochain donc, pour la conférence. Et merci d'avoir suivi ce live.